qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fier de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux 4 coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Jean-François Lisée et Thomas Mulcair. La rencontre, Lisée, Mulcair. Alors, messieurs, paraît que c'est une erreur qu'il a commis, Will Prosper. C'est une erreur. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François, de ce mot-là, l'utilisation de ce mot-là? Bon, d'abord, si c'est une erreur, c'est pas une erreur de jeunesse. Là. Il avait 27 ans, il était policier depuis plusieurs années, il connaissait très bien les règles et il savait qu'il était en infraction. Maintenant, tu as utilisé le mot criminel tout à l'heure. La GRC a décidé de ne pas porter d'accusation criminelle contre Will Prosper. Elle doit avoir des raisons de le faire. Est-ce que c'est parce qu'il considérait que la preuve n'était pas suffisante, qu'il préférait simplement se départir de ce policier? Est-ce qu'il voulait pas de scandale? On ne le sait pas. Mais donc... Mais Jean-François, tu as vu aujourd'hui dans le Journal de Montréal que on n'est jamais allé jusqu'à congédier quelqu'un. Habituellement, ce qu'on fait, là, c'est une journée, 2 journées sans travail, on te suspend. Là, si on est allé jusqu'à le congédier, c'est qu'on trouvait que c'était une faute très grave. Exact, c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais il n'y a pas d'accusations criminelles qui ont été portées. Cela dit, la version de Will Prosper n'est pas crédible lorsqu'il dit oui, je suis allé dans la base de données, oui, j'ai parlé ensuite à la personne concernée, mais je lui ai pas parlé de ça. Ben non, ils ont parlé de quoi? La victoire du Canadien, quoi? De la température? Exact. Ce n'est pas crédible et il maintient cette version encore aujourd'hui, c'est pas crédible. Donc il nous ment en pleine face. Ben, moi, c'est la conclusion que je tire, mais aussi, depuis 22 ans, il a souvent évoqué le fait qu'il avait quitté la GRC et il a toujours dit qu'il avait quitté volontairement parce qu'il souhaitait faire du documentaire. Alors donc, ça veut dire qu'il a menti quand même aux gens de Montréal-Nord et à tous ceux à qui il a donné des entrevues sur la raison de son départ de la GRC. Je comprends que c'était compliqué à expliquer, hein. Puis il y avait une entente de confidentialité. Donc, s'il avait été proche de la vérité, il aurait dû dire bon, j'ai quitté la GRC à cause d'un différend important dont je ne peux pas parler à cause d'une clause de confidentialité. Ça aurait été vrai. Ça aurait été frustrant parce qu'on n'aurait pas su c'est quoi le différend. Mais à la place, il a fait le choix conscient, donc un activiste qui est présent sur la scène publique, de dire le contraire de la vérité, qui était parti volontairement, ce qui n'est pas le cas. Alors, c'est lourd, c'est très lourd, et on peut débattre de la décision de maintenir la candidature et d'assumer le poids de cette difficulté de la part de Valérie Plante, mais ça la rend tellement vulnérable aux attaques de Denis Coderre pour toute la campagne, là. Et puis on ne pourra juger du tort politique causé à la campagne de Valérie Plante que le soir de l'élection. Et Tom, je peux vous garantir quelque chose, moi, c'est qu'au moment où on se parle, il y a des journalistes d'enquête qui sont en train de fouiller, là. Le passé de M. Prosper. Et c'est certain que s'il y a d'autres choses qui sortent sur M. Prosper, là, elle va être obligée de s'en débarrasser et là, elle va avoir l'air fou. Qu'est-ce que t'en penses, Tom? Ben oui, ça c'est absolument vrai, mais c'est aussi absolument hypothétique. Donc moi, je veux parler de 2 choses. Je veux parler des faits connus, avérés, comme on dit, et ensuite, je veux parler de l'effet politique. Les faits avérés. Contrairement à ce que vous avez dit, Richard, et je pense qu'il faut le mentionner, on ne peut pas affirmer qu'il nous ment en pleine face et on ne peut pas affirmer, comme vous l'avez dit tantôt, qu'il a appelé son chum et raconté tout. On n'a aucune preuve de ça. Et c'est là, il faut pas être naïf, le Tom, là, quand même. Là. Non. On vit dans une société de droit. On ne peut pas présumer de la culpabilité, on présume l'innocence et on écoute la version. Et si ça ressemble à du chocolat, ça sent le chocolat, ça goûte le chocolat, c'est souvent du chocolat. Là, on parle pas de chocolat, là. On parle d'affirmer que quelqu'un nous ment en pleine face et qu'il aurait commis ce qui aurait été un crime. Tandis que, comme Jean-François l'a si bien dit, la GRC a décidé de ne pas porter de plainte criminelle. Donc, cette preuve-là, si elle est trouvée
S'il s'avère que cette affirmation que vous avez faite au départ est vraie, là, c'est game over pour Valérie Plante et pour Will Prosper, je suis d'accord avec vous. Mais on n'a pas cette preuve. Et la vérité a quand même droit de citer dans une discussion lorsqu'on parle de quelque chose qui est au niveau criminel. Quand même, soyons de bon compte. Parlons donc du côté de la politique. Coder, oui, a fait ses choux gras avec ça hier, mais où est-ce qu'il est en train de faire ça? Dans son propre fief de Montréal-Nord. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens dans ce coin-là, et tout le monde est en train de backer Will Prosper. Parce qu'ils disent que 20 ans plus tard, le gars a travaillé non-stop dans la communauté. C'est pas une question de racisme ou pas racisme, ou blanc ou noir. Le gars, est-ce qu'on a le droit à la rédemption après, justement, des événements très graves? Écoutez, moi, je suis complètement d'accord. C'est totalement illégal d'avoir eu accès à ce système confidentiel d'information sur les cas. Il a été pogné tout de suite, mais Tom, il a menti, comme Jean-François a dit, il a menti à de nombreuses reprises. Donc, s'il a menti pour sauver ses fesses, pourquoi je ferais confiance à ce gars-là? Il va continuer à mentir, peut-être, aux politiciens, je sais pas. Il part avec 2 prises contre lui, non, Jean-François? Bon, ben c'est ça. Donc, comme Tom dit, effectivement, la démonstration n'a pas été faite que il a donné l'information. Moi, je pense que la présomption est très forte. Maintenant, ensuite, il a menti constamment sur les raisons de son départ de la GRC. Effectivement, je comprends que du côté de Valérie Plante, sa base militante et la façon dont elle calcule l'enracinement de Will Prosper dans Montréal-Nord, parce qu'il y a des chances quand même, c'est le calcul qu'elle a fait. Mais c'est pas juste à Montréal-Nord qu'on vote au début novembre, c'est dans tout Montréal. Et dans tout Montréal, il y a des gens qui sont inquiets de la question sécuritaire, il y a des gens qui sont inquiets du fait qu'il y a une résurgence des coups de feu, des gangs. Et donc, elle peut perdre des votes un peu partout. Denis Coderre n'arrêtera pas, et lui, de mentir. Là, on parle de mensonge. Denis Coderre ment sans arrêt en déclarant que Valérie Plante veut désarmer la police et définancer la police. C'est faux. C'est pas la position de Valérie Plante, mais Denis Coderre, je l'ai entendu 3 fois le dire hier, puis il le dit depuis quelques semaines. Et ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact sur le vote. Et je suis sûr que Coderre, lui, a décidé que c'était ça son enjeu jusqu'à la fin. Et Tom, je t'écoutais hier à la joute et tu disais que Denis Coderre est comme un roseau, hein. Il va selon le vent, il plie, etc. Et que ça peut être bon pour Valérie Plante de montrer qu'elle se tient droite dans la tempête et qu'elle persiste à défendre son candidat. Exact. Et je pense que politiquement, et si on regarde ça en termes de politique pure et de l'image de marque que Valérie Plante est en train de donner, parce que j'ai parlé hier, bien avant que tout ça s'éclate, il y avait des premières indications du bureau d'enquête du Journal de Montréal, et j'ai parlé avec une des personnes, en fait, les plus proches de Valérie Plante, et j'ai dit, elle va le dropper. Elle dit, c'est bien mal la connaître. Il dit, même 4 ans plus tard, il y a des aspects de la colonne vertébrale de Valérie Plante qu'on sous-estime. Et parce qu'elle a gagné contre toute attente la course à la chefferie de Projet Montréal, elle a gagné contre toute attente la mairie de Montréal. On n'arrête pas de la sous-estimer, puis elle n'arrête pas de surprendre. Et je pense, elle m'a surpris hier. Parce que, honnêtement, là, je regardais ça de mon siège d'ancien chef de parti, je me dis, OK, bye-bye Will Prosper. Non. Elle dit, regarde, non, lui, il a dit qu'il l'a jamais communiqué. Donc, elle est en train de faire une condition préalable. S'il s'avère, effectivement, 1, elle va porter l'odieux de l'avoir cru, et 2, lui, c'est fini. Mais il tient sa version. Il dit, j'ai jamais communiqué de l'information. J'ai regardé ce que j'avais pas le droit de regarder, mais je l'ai jamais communiqué. C'est là-dessus qu'elle se base pour dire, je le garde. Et les jeunes, les gens des communautés culturelles, justement, qui savent que ce type-là, il a depuis 20 ans à travailler, eux, ils vont l'apprécier. Eux, ils vont sortir voter parce que l'élection municipale, c'est pas juste une question qui dit à un sondeur pour qui il va voter, c'est qui va sortir parce qu'il y a une très faible participation.
Mais Jean-François, tu as lu là, la réaction, entre autres, de la fraternité des policiers du SPVM. Oui. Un mot sidérant. Beaucoup de policiers qui sont vraiment, les bras leur sont tombés. Mettons, il devient effectivement maire de Montréal-Nord. Ça va être quoi sa relation avec les policiers? Il va falloir construire la relation. Là c'est clair que il va y avoir énormément de mauvaise volonté et de ressentiment de la part des policiers. Ensuite, si effectivement les gens de Montréal-Nord décident de l'avoir comme maire, il va falloir donner la chance au coureur, puis il va falloir qu'il démontre sa capacité à passer par-dessus ça et établir des ponts avec les policiers. Et là, on jugera sur son action. Ce serait la rédemption par le vote, c'est la meilleure rédemption. On se souvient que Sheila Copps, par exemple, c'était pas du tout de la même chose, mais elle avait promis que si la TPS n'était pas abolie, ce qui était la promesse électorale de Jean Chrétien, elle allait démissionner. Alors la TPS n'a pas été abolie. Elle a démissionné, elle, toute seule, dans son comté. Elle a été réélue par les gens. Et donc, c'est une forme de rédemption, c'est l'élection. Et là, on va passer aux élections fédérales. Il peut pas s'en empêcher, Justin Trudeau. Il faut absolument qu'il empiète sur le terrain de jeu du provincial. Donc là, on parle d'une ingérence directe dans les CHSLD. Tom, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que le bureau du premier ministre Legault est en furie. Ils veulent pas devenir eux-mêmes des acteurs principaux de cette campagne, mais c'est tellement gros ce que Trudeau est en train de proposer. Singh est en train de faire un classique du NPD. Il dit il faut jamais traiter avec les résidences pour personnes âgées qui sont privées. Quand le Québec a créé son système de garderie, on n'a pas dit on veut pas toucher aux garderies privées, on les a intégrées. Parce que la seule chose qui compte en matière d'administration publique, c'est de faire ce qui marche par opposition à ce qui marche pas, puis avoir une position idéologique comme celle de Singh, ça marche pas. Ça, c'est voué à l'échec. Trudeau dit qu'il veut inclure ça dans les débats et discussions avec les provinces, grand bien lui fasse. On pourrait justement étendre, par exemple, pour les soins pharmaceutiques, les médicaments et tout ça. On peut changer le système. Mais c'est évident qu'arrivant en plein milieu d'une campagne fédérale, il devient un paratonnerre. Le seul qui a l'air intelligent là-dedans, c'est justement Aaron O'Toole, parce que lui, il dit, moi, je vais augmenter jusqu'à 6% l'augmentation annuelle de la contribution fédérale. Puis, Richard, c'est là le problème. Quand le système a été bâti fin des années 60, début des années 70, c'était un deal 50-50. Les provinces payaient la moitié, le fédéral payait la moitié. Aujourd'hui, c'est plus proche de 80-20 ou 75-25 selon qui est en train de compter. C'est là le problème. C'est pas qu'on a besoin de fonctionnaires fédéraux pour venir mettre le nez dans les CHSLD, ce qui est une absurdité. C'est ça. Il faut rappeler, les libéraux se sont engagés sous certaines conditions à investir 9 milliards de dollars pour améliorer les soins offerts aux aînés. Sous certaines conditions, ça veut dire, si vous faites comme nous autres, on veut que vous fassiez, on va vous donner l'argent. Écoute, ça passe mal au Québec, ça, Jean-François. Oui, lorsque François Legault, jusqu'à récemment, était le président de l'Assemblée des provinces, là, qu'on appelle le Conseil de la Fédération, donc les provinces réclament d'augmenter de 25 à 35% l'investissement fédéral par année dans le système de santé. Et maintenant, c'est Brian Pallister, qui est le premier ministre du Manitoba, qui dirige le Conseil de la Fédération. Il a écrit à tous les chefs de parti pour dire, est-ce que vous allez nous appuyer? Pallister, il n'aime pas le Québec et il a fait une partie de ses campagnes contre le Québec. Puis au moment de la loi 21, je ne sais pas si tu te souviens, il avait fait des publicités en disant, si vous aimez pas la loi 21, venez déménager au Manitoba. On avait compté qu'il y avait 5 personnes qui étaient allées. Mais donc, c'était drôle parce que hier, Yves-François Blanchet a répondu à Brian Pallister une lettre très, très gentille en disant, on est tellement content d'avoir reçu votre lettre. Oui, nous, on approuve cette demande-là. On demande aux autres chefs de parti d'appuyer la demande, ce qu'aucun, pour l'instant, ne fait. Et donc, Blanchet se positionne comme celui qui est le plus proche de la demande des provinces. Sur la question des CHSLD, moi, je veux dire, une réaction
qui n'est pas réaliste, mais qui serait tellement belle, c'est que François Legault dise à Justin Trudeau, écoute, veux-tu les gérer, les CHSLD? Je te les donne. Gère-les tout seul. Fais-le toi. Parce qu'en ce moment, le gouvernement fédéral, les seuls hôpitaux qui gèrent, c'est les hôpitaux pour les Autochtones puis les vétérans. Puis c'est pas fameux. Oh, Alors, oui, soit tu nous laisses tranquilles, soit tu les gères. Tom. J'ajouterais qu'il s'occupe des soins de santé aussi chez les forces armées et dans les pénitenciers. Donc, c'est toute une prouesse de la part du gouvernement fédéral, toute une expertise. Justement, Première Nation, anciens combattants, pénitenciers, forces armées, regardez la piètre qualité des soins qui sont donnés et c'est eux qui vont venir mettre le nez dans les CHSLD. La tragédie qu'on a connue est une faute lourde qui doit être enquêtée par une vraie commission d'enquête et pas les enquêtes bidons que notre ami Legault a faites jusqu'à maintenant. Mais c'est deux choses différentes. Là, on parle de pérennité, on parle de l'avenir et du fédéral qui va vouloir décider ce qui est bon et pas bon. Il y a une manque criante d'analyse, d'enquête, d'inspection des CHSLD. Il faut que ce soit fait régulièrement, crédiblement. Mais c'est certainement pas avec des fonds du fédéral qu'on va y arriver. Et c'est ça, le fédéral qui nous dit, là, vous faites pas les choses comme faut, on va s'en mêler, nous autres, là, parce que il y a un côté patriarcal là, qui passe très peu. Merci beaucoup. Paternaliste, ouais. Paternaliste, oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre intervention cette semaine. Puis on rappelle pour Jean-François Lisée qu'on peut retrouver ses ouvrages, son balado excellent. Je suis abonné à son balado que j'écoute religieusement à laboîtealisée.com. Merci, on se reparle lundi. Salut Richard. Salut.